Donc je vais reprendre où j'en étais sur les portefeuilles dynamiques. Essayer de faire assez rapidement la dernière partie avec plusieurs pays. Donc ce qui est... Un petit problème de mise en page. Donc c'était la motivation initiale, c'était de déterminer comment dans des modèles assez complets les portefeuilles internationaux, leur position brute, pouvaient se déterminer par les structures de corrélation qu'un modèle générait. Donc les premières approches ont supposé qu'on avait des marchés complets. Donc marché complet, ça veut dire que tous les agents de tous les pays ont des taux d'escompte stochastiques parfaitement corrélés, et donc on peut les traiter comme un seul agent maximisateur. Et ensuite, une fois qu'on a cet agent maximisateur fait toutes les allocations productives, et une fois qu'on a vu comment le monde se simulait, on peut allouer des parts de consommation fixes à chacun des pays, parce que c'est une conséquence des marchés complets qu'en fait la part de la consommation est déterminée au moment où l'échange se fait à la date 0. Et donc il y a un autre cas qui est assez simple, c'est si les deux pays échangent un seul actif, par exemple un actif non risqué. Dans ce cas-là, on peut aussi le résoudre en utilisant une méthode de perturbation standard. Mais ça, c'est pas vraiment des portefeuilles, parce que c'est des façons d'éviter le choix de portefeuille. Donc, pour ajouter les choix de portefeuille, il y avait donc, il y a une approche de Engel et Matsumoto qui consiste à dire qu'en fait, on suppose que le monde a des marchés complets et on va trouver des actifs qui implémentent l'allocation des marchés complets. Et ensuite, on va regarder, donc il faut bien choisir ces actifs-là. Donc typiquement, il faut le même nombre d'actifs que le nombre de chocs dans le modèle. Donc il disait on a 2 pays, 2 chocs par pays, et on va choisir 4 actifs. Et donc on va trouver la bonne combinaison de ces actifs-là qui répliquent exactement les allocations de marché complet. Et ça marche que près du steady state aussi. Il y a une autre approche, je vous avais parlé tout à l'heure sur le modèle à un agent de Campbell, Chan et Viscera, qui regardait la limite quand l'élasticité intertemporelle de substitution est proche de 1. Et donc ils ont appliqué une méthode itérative en utilisant ça pour un agent, et essayant de trouver l'équilibre du marché qui correspond à ce programme pour chaque agent. Et puis, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai travaillé sur le papier de Devroy et Sutherland, qui en fait ont proposé au même moment la même méthode que Thiel et Van Winkop, qui est donc une méthode qui était basée sur les bifurcations, même si elle n'était pas explicitement, elle disait pas comment ça se rapprochait exactement de ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il donnait la formule pour arriver au portefeuille de bifurcation. Et puis la dernière chose, c'est que dans ces modèles-là, on peut aussi faire des projections globales, mais évidemment, si on augmente le nombre de pays, le nombre de chocs, la dimension augmente très vite. Mais c'est que sinus. Donc comme j'aimerais bien faire ça vite, je vais juste montrer à quoi ressemble un modèle Mickey Mouse à 2 pays, où on a des dotations exogènes qui sont les Y1, D1. Donc Y1 c'est le revenu non échangeable, et D1 c'est les dividendes, c'est quelque chose qu'on peut échanger d'un pays à l'autre. Et donc il y a la contrainte de budget des 2 pays. Et donc le pays 1 peut vendre au pays 2 des claims sur ses propres dividendes qui vont donner un rendement R1. Le rendement R1, sachant que le prix du flux de dividendes demain est donné par P1 T, donc ça devrait être P1 T-1 là, et P2 T-1. En fait, on peut déduire le rendement du prix hier, du prix aujourd'hui et de la réalisation du dividende d'aujourd'hui. C'est mécanique. Et donc le rendement qui est promis, il est donné là.
Donc ça veut dire qu'il faut déterminer, si on a les deux contraintes de budget et les deux équations pour les rendements, déterminer le modèle, c'est en fait trouver les allocations optimales alpha 1, alpha 2. Alors là, on a vu que j'ai mis moins alpha 1 sur la première, plus alpha 1 sur la première ligne et moins alpha 2 sur moins alpha 1 sur la deuxième ligne. Donc j'ai directement utilisé des market clearing conditions sur les deux actifs. Sinon j'aurais mis le choix de l'agent 1, le choix de l'agent 2 et spécifié que la somme des deux était égale à 0. Mais là, comme ça, on voit bien que la somme des deux... enfin, on voit bien que la loi de Walras est vérifiée que si on somme les deux contraintes de budget, on a la consommation totale qui est égale à la production totale. Donc résoudre le modèle, c'est trouver les allocations alpha 1 et alpha 2 et les prix des deux actifs, P1 et P2, qui cette fois-ci sont endogènes, contrairement à avant. Parce que s'il y a un actif dans l'économie qui vous promet 2 plus epsilon pas risqué du tout et qu'il y a un autre qui promet 1, et bien évidemment celui qui promet 2 va être plus cher et le prix va exactement ajuster pour que le rendement sur les deux actifs soit égal, sauf s'il y a des différences de rendement stochastique. Et donc les prix P1 et P2 sont walrasiens dans le sens que les deux agents prennent les fonctions P1 et P2 comme données, maximisent leur programme d'utilité intertemporelle, et chacun des deux agents choisit ses alpha 1 et alpha 2, et il se trouve que les deux agents choisissent exactement les quantités qui correspondent aux market clearing conditions. Donc il faut trouver les P1 et P2 qui correspondent à ça. Donc ça fait 4 variables déterminées. Ces 4 variables elles sont exactement fixées par 4 équations de l'air. Est-ce que j'ai fait les bonnes combinaisons? Ouais. Donc, les équations de l'air, elles disent que l'agent 1, qui a le stochastic discount, donc c'est la même définition qu'avant pour le stochastic discount factor, avec l'index de l'agent devant. L'agent 1 donne au flux de dividende D1 le prix P1, c'est la première ligne. L'agent 2 donne le même prix au flux de dividende D1, c'est P1, deuxième ligne. L'agent 1 donne le prix P2 au dividende D2, et c'est le même prix pour l'agent 2. Et donc ça fait 4 conditions pour 4 variables, et donc le modèle est déterminé. Sauf que, comme avant, par construction, alors est-ce que je peux faire ça? Oui. Par construction, si on se met dans le monde, dans un monde sans risque, les rendements vont exactement s'égaliser, de sorte que voilà. Donc il y a 3 équations qui vont suffire pour égaliser au steady state. Donc le taux d'escompte par exemple c'est ρ, ça va être bêta, le rendement ça va être 1 sur bêta, ça va être le même pour les deux actifs, et donc on ne peut pas déterminer dans quel actif investir au steady state. En fait c'est vrai aussi en dehors du steady state, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel état, s'il n'y a pas de risque, il y a un actif, enfin une variable sur les 4, on va dire alpha 2, qui est indéterminée. Et donc ça se voit bien, si on combine dans ces 4 équations, on en prend une et on la combine, pour obtenir l'appelée équation de portefeuille, qui dépend d'une différence des stochastic discount factor et d'excess return d'un actif sur l'autre. Donc là, si on choisit, si ça c'est 0 dans tous les états de la nature, cette équation va être assez peu informative pour déterminer la différence des discount factors. Donc en gros, on fait pareil qu'avant, en utilisant alpha 2 comme variable de portefeuille. On refait la bifurcation et on obtient la solution. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une procédure très générique qui va marcher n'importe quel modèle. On peut à n'importe quel modèle ajouter des conditions de l'air pour l'allocation optimale des portefeuilles. Il se trouve aussi que si on choisit la bonne paramétrisation, on obtient des portefeuilles très précis. Plus précis que dans le cas à un agent, parce que si on fait le calcul, si on regarde, il se trouve qu'on peut calculer les dérivés des portefeuilles, et on voit que à cause de ce terme-là qui vaut 0, dans le cas à un agent, ça ne valait pas 0 ici, il y avait un agent qui est alloué de manière optimale, mais à cause de ce terme-là qui fait 0, en fait, il y a des termes qui s'annulent, et on trouve que les vrais
allocations de portefeuille, qui sont encore pas très bien légendées, mais elles sont quasiment linéaires. Et que du coup, près du steady state, qu'on les approche très bien avec cette méthode-là. Voilà. Bon, après les limites de cette méthode, et en partie la raison pour laquelle c'est pas aussi une piste de recherche aussi chaude qu'avant en économie internationale, enfin, c'est mon point de vue, hein, c'est que, comme pour le problème statique, les portefeuilles qu'on obtient sont très volatiles, dépendent énormément de la structure de corrélation du modèle, et donc on peut utiliser ça pour montrer que ce que font mes co-auteurs, enfin surtout Hélène Rey, Nicolas Cœur-d'Acier, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, ils ont une série de papiers dans lesquels ils montrent que des modèles internationaux néo-keynésiens assez standards, je pourrais rajouter Philippe Martin, peuvent générer des portefeuilles raisonnables qui reproduisent l'effet stylisé sur les positions nettes de la dette des actions. Mais c'est possible de trouver des préférences, des paramétrisations qui reproduisent des portefeuilles raisonnables. Ça ne veut pas dire que les portefeuilles restent raisonnables pour la moindre modification de ces préférences. Et en fait, ils ne sont pas du tout stables. Et donc récemment, il y a d'autres théories qui sont presque plus à la mode ou plus utilisées en pratique, c'est de rajouter des coûts de transaction qui vont en fait empêcher des allocations extrêmes, des modèles de balance de portefeuille qui reviennent un peu à la mode ou qui sont des modèles de détermination du taux de change, mais qui partent du principe, du précepte que les actifs ne sont pas parfaitement substituables les uns aux autres. Donc il n'y a pas de... Il y a une préférence par exemple pour investir dans certains pays qui est exogène et qui ne dépend pas du rendement. Il y a une autre limitation, c'est que tout ça, ça dépend du consumption-based, c'est-à-dire qu'on utilise la consommation pour valoriser le risque, pour déterminer l'allocation optimale. Et depuis au moins un papier de Lucas de 93, on sait que les primes de risque qui sortent de ce consumption-based asset pricing sont beaucoup trop faibles. Et que même dans un modèle de business cycle, le coût du risque est très faible par rapport au coût de premier ordre d'erreur dans l'allocation du capital ou n'importe quel autre facteur. Donc ça c'est un problème. Et donc si on se dit que l'utilité est dominée par des effets de premier ordre plutôt que par la volatilité, on se demande quel est l'effet, à quel point c'est important de connaître l'allocation exacte des portefeuilles et à quel point elle est précise. En fait, l'allocation optimale ne donne pas un surcroît énorme d'utilité dans ces modèles-là. C'est un euphémisme. Donc il y a des façons de fixer ces problèmes-là. Il y a différentes façons de fixer le consumption-based asset pricing, qu'avec un peu de chance, j'arriverai à vous montrer tout à l'heure. Donc une façon, je dis ça c'est pour être complet, mais on peut, au lieu d'avoir des utilités qui sont séparables dans le temps, on a des formulations récursives. La plus connue c'est Epstein-Seen, et qui vont avoir deux paramètres, un pour l'élasticité intertemporelle et un pour la version risque, mais c'est pas myopique. Et donc en jouant sur ces deux paramètres, on peut augmenter énormément la version risque sans avoir des prédictions complètement fausses sur l'allocation intertemporelle. Et si on veut avoir des primes de risque encore plus élevées, on a trouvé qu'on pouvait rajouter un tout petit choc très très autocorrélé qu'on appelle long run risque et les fonctions Epstein-Seen avec une certaine paramétrisation, et on arrive à obtenir des primes de risque. Donc c'est pas tout à fait perdu, mais ah oui, et puis tout ça non, ce que je voulais dire en fait, c'est que ces améliorations sont compatibles en fait avec la méthode pour déterminer les portefeuilles. Donc en principe, on pourrait aller regarder dans toutes ces séries de modèles, voir s'il n'y en a pas un qui génère des allocations stables et raisonnables des portefeuilles.
Donc c'est tout ce que j'avais prévu de dire sur les portefeuilles dynamiques, à moins que vous ayez des questions, que je peux aussi répondre après. Donc maintenant je vais changer de présentation et vous présenter le logiciel dont j'ai parlé tout à l'heure. Non? Si. Donc je retire juste le header ici. Là. Donc, il s'agit d'un logiciel libre pour résoudre des modèles à anticipation rationnelle. Alors, ce que j'appelle un modèle à anticipation rationnelle, c'est un modèle qui satisfait grosso modo une équation de transition pour des états. Pour des contrôles optimaux, C-1, avec un processus exogène NT-1, NT. Processus exogène peut être corrélé ou pas, donc ça c'est mon processus contrôlé, et des conditions d'optimalité pour ce processus-là qui peuvent être soit une équation de Bellman, soit, je préfère utiliser cette forme-là, des équations de l'air ou d'optimalité. L'équation de l'air fait apparaître le processus exogène, les états, les contrôles. Donc c'est une formulation un tout petit peu moins... Non, c'est une formulation nettement moins générale que les modèles qu'on peut résoudre avec les perturbations avec Dinard. Mais c'est quand même assez vaste pour qu'on puisse inclure dedans beaucoup de modèles à un agent. Même le modèle de Wrestler avec 2 agents, il rentre sous cette forme-là, puisque vous avez vu qu'il y avait 4 équations de l'air. Donc les 4 équations de l'air peuvent être remplacées par une fonction à valeur vectorielle f. On a dans cette catégorie-là des modèles de sudden stop, des modèles RBC, des modèles de zero lower bound. Parce qu'on peut aussi, comme c'est complètement non linéaire, on peut regarder une fonction f qui a des kinks. Donc, selon l'état de la nature, on va être contraint ou pas contraint. Donc, juste le principe. Ok, désolé. Donc, le principe du logiciel, c'est de séparer la formulation du modèle de sa résolution. Et donc le modèle est écrit dans un fichier spécial qui est écrit en YAML. Donc voilà à quoi ressemble un modèle. Ça c'est le modèle néoclassique. Et donc en fait on liste les variables qu'a notre modèle. Donc le modèle néoclassique, le seul état qui importe c'est le capital, le variable de contrôle, la variable de décision c'est l'investissement, la productivité c'est le choc exogène, et on peut définir des paramètres. On peut aussi définir des variables qui sont remplacées ailleurs de manière automatique, et ensuite on donne une liste d'équations pour les équations de transition, donc c'est mon G qui est là. Là, la seule transition de la néoclassique, c'est que le capital aujourd'hui, c'est le capital d'hier moins le capital déprécié plus l'investissement. Et une équation d'arbitrage, donc c'est l'équation d'optimalité, où exactement comme dans Dinard, on suppose il y a une convention, c'est que les variables, quand elles ont moins 1, ça veut dire qu'elles sont en t moins 1. Quand elles ont rien, ça veut dire qu'elles sont en t plus 1, elles sont en t plus 1. Et implicitement, on a des espérances en t qui sont prises partout. Ce qui fait que pour l'équation d'arbitrage, c'est bien l'espérance de la croissance du taux marginal, de la consommation marginale, l'utilité marginale de la consommation. Donc une fois qu'on a défini les équations, il faut donner des calibrations pour les paramètres.
Et donc il faut en donner pour tous les paramètres et éventuellement pour le steady state. Un peu. Qui a utilisé Dinar ici en fait? Donc Dinar, c'est le logiciel industriel que je disais avant. Il fonctionne pareil. On calibre l'état stationnaire et les valeurs des paramètres. Ici, on a besoin, comme on fait une approximation globale, on a aussi besoin de spécifier sur quel espace d'état on va le résoudre. Donc on va faire pour le capital, en partant du steady state, 50% en dessous du steady state, c'est ça ce que ça veut dire, et 50% au-dessus du steady state. Ensuite, et la raison pour laquelle finalement ça rentre dans le thème de cette semaine d'été, cette Summer School, on spécifie quel type de processus suit notre processus exogène. Donc là, la productivité, on dit que c'est un var1. On pourrait dire que c'est une loi normale en changeant le type ici. On pourrait aussi spécifier ça comme une chaîne de Markov discrète. On peut spécifier ça comme un produit de différents chocs. Donc on pourrait faire le produit entre un AR1 et une catastrophe qui apparaîtrait avec une probabilité de pi à chaque période, par exemple. On peut combiner un peu dans tous les sens. Et on définit aussi, dans l'espace d'état, qui est donc le capital, une grille sur laquelle on va essayer de trouver la règle de décision. Donc plus la grille est fine, plus ça va être précis, sachant qu'entre les points de la grille, on a une méthode d'interpolation qui permet de déduire la règle de décision de sa valeur sur la grille. Donc ça, c'est comme ça qu'on spécifie le modèle. Tout le reste est indépendant. Donc pour résoudre un modèle, alors un truc que j'ai pas dit, c'est que, enfin, j'ai dit que le logiciel était open source. Il était développé depuis quelques années maintenant à la Banque d'Angleterre. On est plusieurs un peu à travailler dessus. Il fonctionne sur la plateforme, le langage de programmation qui s'appelle Julia, dont je parle peut-être un peu trop souvent, mais c'est un projet de créer un équivalent libre à MATLAB, plus qu'un équivalent, un remplaçant en fait. Donc c'est un langage de programmation qui a des particularités spéciales, c'est-à-dire qu'il est compilé, donc, just in time, et donc des choses qui sont impossibles à faire en MATLAB, de faire des boucles. Des boucles en MATLAB c'est très lent, mais en Julia elles sont compilées, donc elles n'ont pas de... Je suis sûr que si. Il y a un système de type... on discutera après. Il y a un système de type très, très puissant, un système de objets. Et le tout est sur une infrastructure open source, un compilateur qui s'appelle LLVM, avec une communauté très importante et très dynamique autour. Dolo, ce logiciel-là, est en ligne. Vous pouvez le télécharger sur GitHub, l'installer comme un paquet Julia. Et là, ce que j'ai dans mon navigateur, c'est ça s'appelle les notebooks Jupyter. C'est un autre projet de logiciel libre qui est en train de s'imposer un peu, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est en train de s'imposer un peu comme un standard d'échange de documents scientifiques, parce qu'on peut mélanger dedans du texte mathématique et du code. Et on peut même l'utiliser pour faire des présentations. Et donc c'est comme ça souvent qu'on résout les modèles, on les importe dans les notebooks et on les résout en écrivant du code Julia. Alors, j'ai pas trop de temps, je vais essayer de sauter ce qui n'est pas crucial. Donc ça c'est le modèle néoclassique. J'ai déjà plus ou moins défini en lisant le fichier. Donc on a déjà vu en lisant le fichier que on a un vecteur pour les états, un vecteur pour les contrôles, un vecteur pour les états exogènes, le choc de productivité, un vecteur pour les états endogènes, le capital, un vecteur de contrôle, l'investissement, et des variables auxiliaires qui peuvent être remplacées partout, qui consistent en la productivité et la consommation. Donc le modèle doit correspondre à la spécification que j'écris sur le tableau, donc un processus contrôlé,
avec une condition d'optimalité et éventuellement, ce que j'ai pas mis au tableau, des bornes sur les contrôles qui peuvent être... cette condition de complémentarité va dire que si une des deux bornes n'est pas tapée, il faut que la condition d'optimalité soit satisfaite. Mais c'est possible de violer la condition d'optimalité à condition qu'une des bornes soit astringente. Donc concrètement, si je suis pas surendetté, je vais choisir à chaque période une quantité de dette optimale de façon à lisser ma consommation entre aujourd'hui et demain. Si j'ai un choc mauvais aujourd'hui, je vais emprunter un petit peu et puis je vais rembourser demain. Mais en revanche, si j'ai un choc mauvais aujourd'hui et qu'en même temps aujourd'hui je suis à ma contrainte d'endettement, je ne peux pas emprunter plus et donc je ne vais pas réussir à atteindre ma trajectoire de consommation optimale toute lisse que j'aurais voulu. Donc il y a une complémentarité entre la contrainte et l'optimalité. Dans le contrôle notamment en temps continu, tu as un tas de conditions au bord de smooth pasting et autres, qu'en fait c'est l'équivalent là que tu es capable de traiter. Oui. Un fuel consumption saving en temps continu, il n'y a pas besoin de contrainte de complémentarité. Oui, un peu. Donc le modèle, j'espère vraiment que ça marche, parce que hier ça marchait pas. Donc le modèle qu'on a écrit dans un fichier, on l'importe et après normalement il s'affiche. Donc ça c'est du code de Julia pour le coup. On importe la librairie, on importe le modèle et quand il a fini de l'importer, il s'affiche. En attendant, comment on résout le modèle? Voilà, il s'est affiché et on peut vérifier qu'on a bien écrit les bonnes équations. Comment on va résoudre le modèle? La première chose qu'on est obligé de faire, c'est de discrétiser le modèle. Parce que la solution, comme avant, en fait, la solution du modèle, c'est des fonctions pour l'investissement. On ne sait pas trouver des fonctions comme ça. Donc, à la place de chercher une fonction, on va chercher des valeurs discrétisées par exemple de capital. Donc là, on a la productivité du capital. La productivité du capital, on a dit qu'on partait de K-bar et qu'on descendait pour monter à plus de 50%. Et la productivité, on va lui donner des niveaux. Le capital, on va donner des niveaux aussi. On peut faire une grille cartésienne si on n'a pas d'autre idée. Donc ça fait un certain nombre de points. Et pour chacun des points, on va chercher l'investissement optimal. Si on arrive à trouver l'investissement optimal sur chacun des points, entre les points, on s'en sort en interpellant une méthode. Donc, on commence par discrétiser, mentalement, l'espace d'état. Donc, il y a différentes options pour discrétiser. Si on veut, on n'est pas obligé de faire une grille cartésienne. On peut à la place faire des grilles sparses qui vont passer mieux en fait aux dimensions supérieures. Alors Julia a quand même une caractéristique intéressante, c'est que la première fois qu'on lance les commandes, ça peut être très très lent parce que ça compile en fait le code. La deuxième fois qu'on le lance, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on attend un peu. Donc voilà, ça c'est la grille cartésienne. Si on a envie de changer de grille, il suffit juste d'en regarder une autre. J'ai rien dit. Je vais pas essayer du tout de fixer le problème parce que donc ça c'est la grille cartésienne et maintenant donc on l'approche entre les points, on a dit qu'on interpolait pour faire les anticipations. Donc comme avant, on peut les intégrales, on peut les faire en utilisant une formule cubature, on peut les faire si on a une chaîne de Markov qui est exogène, on a directement les transitions.
Et en fait, ce qu'on utilise dans ce logiciel-là, c'est ce qu'on appelle Generalized Discretized Process. C'est en fait une structure très simple qui contient à la fois les chaînes de Markov discrètes et la conjonction d'une grille et de nœuds d'intégration. Donc si on a les états aujourd'hui, donc ça, là je parle du choc exogène. On a une grille pour les états aujourd'hui, une grille pour les états de demain, on va dire Z1, Zn, une grille pour les états de demain, Z1, 1, Z1, 2, Z1, 3, pareil pour les autres, pas forcément le même nombre de transitions, et des probabilités de passer de l'un à l'autre, V1, V1, 1, V1, 2, V1, 3, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle le processus discrétisé généralisé, c'est une série de nœuds aujourd'hui et des séries de probabilités IJ et ZIJ. Donc on voit en fait ça contient ce qu'on peut faire en ajoutant à des valeurs aujourd'hui les nœuds d'intégration. Ça contient aussi, comme cas particulier, la chaîne de Markov, pour peu que les états de demain soient inclus dans les états d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant cette... Ça n'a pas l'air d'être de la rocket science, je suis conscient, mais l'avantage, c'est qu'en utilisant cette représentation-là, on peut écrire un seul algorithme qui va résoudre le modèle pour toutes les structures de choc auxquelles on peut penser, que j'ai écrit tout à l'heure, donc les structures de choc qu'on peut avoir, pour vous donner une idée. Ça peut être, on va prendre un AR1 par exemple, on va prendre un AR1, et puis on peut décider de le discrétiser comme chaîne de Markov. On peut prendre un processus de cycle de vie où on va prendre comme choc exogène l'âge, et donc on peut regarder une chaîne où on a à chaque fois une probabilité, donc ça c'est l'âge 1, on a une probabilité 1 d'arriver au suivant. Oups, pardon, non, pas. On a toujours ça c'est être mort, ça c'est être vivant, une probabilité 1 de lambda pardon, de survivre une période de plus. Probabilité 1 moins lambda de mourir à chaque période. Bon, elle n'est pas correcte. Et donc on peut utiliser ça comme choc exogène et du coup résoudre un modèle de cycle de vie avec ça. Il y a tout un tas de modèles qu'en fait un modèle de catastrophe c'est juste un produit entre un AR1 par exemple et une chaîne de Markov état catastrophe, état catastrophe. Mais il y a un seul algorithme de résolution qui est écrit pour tous les types de chocs exogènes possibles. Donc en parlant d'algorithmes de résolution, il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est les Value Function Iterations. Donc c'est à condition... pour un modèle particulier, on n'est pas obligé de donner toutes les informations. Donc si on a les équations d'équilibre, d'arbitrage, on n'est pas obligé de donner l'équation de Bellman, puisqu'on sait déjà résoudre le modèle. A contrario, si on a l'équation de Bellman, on n'est pas obligé d'avoir l'équation d'arbitrage. Il y a d'autres types d'équations, et en fait, on peut, selon les informations qu'on donne sur le modèle, on a différentes méthodes de résolution qui vont s'appliquer. Plus ou moins rapides, c'est plus ou moins robuste. Donc pour peu qu'on ait donné l'équation de Bellman du modèle, on peut utiliser les Value Function Iterations. Donc il y a deux algorithmes qui sont implémentés, qui sont les algorithmes standards, soit Value Function Iterations, je sais pas le nom, de base, où on a une valeur de main, on optimise et on suit le Bellman à chaque itération. Et donc c'est confortable parce que si on sait que le problème converge en théorie, et pour peu qu'on ait une bonne méthode d'interpolation, on peut même prouver que l'algorithme numérique va converger.
dans certains problèmes. Parce que par exemple, il préserve la concavité, la fonction valeur. Sauf que c'est très long parce que la convergence est géométrique. Et donc, quelque chose qui se fait plus souvent, c'est les Howard Improvement Steps, où au lieu de. On part de la fonction valeur de demain, on optimise une fois, et pour la nouvelle règle de décision, on calcule la valeur. Et après, on réoptimise. Et donc, si on regarde et calculer la valeur, c'est quelque chose qui se fait très facilement, parce qu'il n'y a pas d'optimisation dedans, c'est juste une itération. Et donc, si on fait ça, et qu'on regarde le taux de décroissance de l'erreur d'une valeur à l'autre, on s'aperçoit que c'est plus géométrique, mais quadratique. Et quadratique, c'est rapide. Donc, est-ce que ça va marcher? Franchement, je sais pas. Donc on peut appliquer ça sur notre modèle. Donc il y a d'autres variantes. Ah oui, ça c'est fait. Bon, je sais pas combien de temps ça a mis. Ah, il est encore en train d'itérer. Donc c'est, en fait, Value Function Iteration, c'est pas très rapide parce qu'il y a une maximisation qui se fait à chaque point de la grille. Et la maximisation de ces points-là doit se faire séquentiellement. On n'a pas d'algorithme vectorisé de maximisation. En principe, on pourrait les écrire, mais c'est pas disponible. Donc on itère sur beaucoup de points. A contrario, si on a les équations d'optimisation, les équations de l'air, on peut avoir quelque chose de très efficace. Alors tout à l'heure, dans mon modèle de portefeuille, j'ai montré qu'on avait les équations de l'air, et c'est assez fréquent. Et donc les équations de l'air, il y a un algorithme très simple qui consiste à faire un choix initial pour la règle de décision de demain et essayer d'en déduire la règle de décision aujourd'hui qui satisfait le critère d'optimalité aujourd'hui, sachant ce qu'on fait demain. Donc si j'ai déjà décidé quelle est ma règle de décision pour la dette demain, je vais en déduire ce que je fais aujourd'hui, dans tous les états de la nature aujourd'hui. Ça va me donner une nouvelle règle de décision pour la dette, et je reviens en arrière jusqu'à convergence. Donc c'est un peu moins robuste théoriquement. On n'a pas de preuve d'existence en général, même quand c'est des équations de l'air qui correspondent à des Bellman qui se comportent bien. Mais en pratique, ça marche quand même très très bien. Et la convergence est géométrique, mais en fait, ça peut être fait de manière très efficace. On peut vectoriser sur toute la grille, et donc on arrive à résoudre des modèles très rapidement. Je vais essayer, voir si c'est rapide ou pas. Donc la première fois, c'est pas censé être rapide, après on va voir. Donc j'ai dit que la convergence était géométrique. Voilà. Et puis l'autre problème de cet algorithme-là, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que ça peut converger. J'ai dit qu'on n'avait pas de preuve d'existence. Donc peut-être qu'on converge vers un truc qui n'est pas unique localement. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Ouais, je ne parle même pas d'unicité globale qui est impossible à prouver en général, mais on a même le fait qu'on arrive dans une certaine direction et qu'on converge, ça n'implique pas qu'on soit stable localement, quoi. Mais par contre, si on regarde les erreurs successives pendant notre algorithme, on regarde à quelle vitesse ils décroissent. S'ils ne décroissent pas assez vite, on sait qu'il y a un problème. Donc ça peut nous dire que notre modèle est mal spécifié, ça ne peut pas nous garantir qu'il est bien spécifié localement. Et donc je dis tout ça pour introduire mon petit... Ah non, d'abord. Donc on peut accélérer, si on a plus d'informations sur le modèle, on peut accélérer ces time iterations. Si par exemple on a une formule explicite qui donne la consommation aujourd'hui en fonction de la règle de décision de demain, on peut mettre cette formule explicite dans le fichier modèle, et il va utiliser cette formule-là, et on va avoir une convergence plus rapide. C'est toujours pas... je sais pas ce qu'il fait. Bon, peut-être qu'on verra pas. Donc là, ça c'est le temps qu'on devrait avoir quand il aura fini. Le temps qu'on devrait avoir en rajoutant l'information sur
la règle de décision exacte qui résout le modèle demain, sachant la règle de décision demain. Donc, il y a un papier sur lequel je travaille qui est, que j'ai appelé pour l'instant Improved Time Iteration. C'est un algorithme qui essaye de trouver l'équivalent des Howard Improvement Steps pour les Time Iterations. Donc, dans le Bellman, si on fait Value Function Iteration, c'est géométrique. Si on fait les Howard Improvement Steps, ça devient quadratique. Et donc, j'ai proposé un petit algorithme qui est très proche des Time Iterations, mais dont la convergence est quadratique. En fait, une façon de le comprendre, et donc qui est beaucoup plus rapide en fait que les Time Iterations normales. Et qui est aussi implémenté dans Delo et facile à utiliser, même sans lire le papier. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est on cherche il y a plusieurs façons de l'expliquer. Je vais en choisir une qui ressemble un peu à la méthode de brute force. Donc on se dit, on cherche les valeurs de la règle de décision sur la grille. On va résoudre un gros système non linéaire en ces valeurs-là. Et qui dit résoudre un gros système non linéaire, donc c'est ma fonction g de x que j'essaye d'annuler, implique qu'on doit calculer le jacobien de cette fonction g de x, l'inverser et l'appliquer à un résidu. Maintenant, dans des applications raisonnables, la taille du jacobien peut être vraiment très grande. On peut avoir 1 million de points par exemple. Et donc l'inversion, c'est même pas la peine d'essayer. Ça ne marchera pas. Donc il y a une première idée, c'est de se dire, si on arrive à calculer ce jacobien là, je pensais que j'avais une image. Je suis désolé, j'avais une image avant. Ah. Je vais juste vous afficher l'image. Donc, le jacobien est en fait sparse. Il a 2% d'éléments non nuls. Et dans mon illustration, il fait 10 000 fois 10 000. Si on se dit, il est sparse, peut-être qu'une librairie sparse va réussir à l'inverser. En fait, la librairie, elle prend 40 secondes. Ça pourrait passer pour cette taille de matrice-là. Comme on a une convergence quadratique, on va faire 4 ou 5 fois 40 secondes, mais si on augmente un peu la taille du modèle, ça ne marchera plus. Donc il y a une première idée, c'est de se dire, on cherche les contrôles sur la grille, et si on trouve la solution, ce sera forcément les mêmes contrôles sur la grille aujourd'hui et demain. Mais conceptuellement, il y a quand même deux règles de décision, il y en a une qu'on prend aujourd'hui et une qu'on prend demain. Donc on peut écrire le système comme système de deux variables, la règle de décision demain et la règle de décision aujourd'hui. Donc c'est le premier x et le deuxième x. Et on peut décomposer le jacobien en la partie qui correspond à la dérivée aujourd'hui et la partie qui correspond à la dérivée demain. Et si on revient à la structure de ce jacobien-là, on voit que résoudre aujourd'hui c'est très très facile, c'est un système diagonal. C'est parce que aujourd'hui, si je trouve dans l'état du monde aujourd'hui que je trouve la règle de décision optimale, je me soucie peu de savoir quelle serait la règle de décision optimale dans un autre état du monde aujourd'hui. C'est pour ça que les décisions sont indépendantes. Disons que les colonnes correspondent à des états, les lignes à des décisions. Donc les décisions qu'on prend dans chaque état sont indépendantes les unes des autres, c'est diagonal. En revanche, ce qui se passe demain, dans des états différents de celui d'aujourd'hui, peut m'impacter aujourd'hui parce que j'ai des probabilités d'aller dans différents états. Et donc c'est pour ça que la matrice par rapport à demain, elle a une structure compliquée. C'est de là que vient la structure compliquée. Mais les modèles économiques ont une propriété, c'est que pour qu'un modèle économique soit bien spécifié, il faut qu'il soit stable et qu'il soit uniquement défini, que les anticipations convergent et tout ça. Et donc ça veut dire que dans un certain sens, des erreurs que je fais demain sur une prévision, si je reviens en arrière, ne vont pas avoir d'impact où les erreurs en venant en arrière vont être réduites, vont avoir un impact diminué sur les décisions que je prends avant. En d'autres termes, l'application qui passe de ma règle de décision demain à celle d'aujourd'hui, celle d'avant-hier,
qui est l'opérateur time iteration, c'est une contraction. Et c'est parce que c'est une contraction que l'algorithme converge. Et ça veut dire aussi que cette matrice-là, c'est une contraction. Donc, si c'est une contraction, ça fait penser à regarder la somme de Neumann ici et d'essayer d'inverser la différence entre les deux termes. J'ai mis un moins pour éviter de remettre des moins partout, mais d'essayer d'inverser la différence de ces deux termes-là en calculant une somme de une somme de puissance de mes matrices à n-1 bn. Et si elles convergent, je sais que c'est forcément égal à mon inverse. Et il se trouve qu'on n'a jamais besoin, donc on pourrait construire les matrices, on n'a jamais besoin de calculer tous ces produits-là, on a juste besoin de calculer les produits de ces matrices-là fois des vecteurs. Alors, prendre des matrices sparses et faire ce calcul-là, c'est s'exposer à des temps encore plus longs que le calcul initial. Donc ça ne suffit pas. Donc il y a une deuxième idée, c'est qu'en fait, la matrice Bn, qui est assez pénible à représenter, n'a jamais besoin de la construire. La matrice Bn, elle correspond à un opérateur linéaire. Et je veux juste faire un point très simple, c'est que si on a deux matrices A et B, l'application qui prend une matrice X et qui est associée à X moins B, XB, c'est un opérateur linéaire, c'est linéaire en X. Mais, donc ça, je dis que c'est des matrices. Donc c'est un opérateur linéaire. Mais, donc c'est un opérateur linéaire, ça se représente comme matrice. Mais la taille de la matrice de X est plus grande que les tailles de la matrice de A. C'est le produit cartésien des matrices. Et donc c'est pour ça que le jacobien est si grand. Mais pour calculer cet opérateur, on n'a jamais besoin de la construire, cette matrice. Il suffit de faire ces opérations simples. Et comme c'est un opérateur linéaire, sa dérivée de son jacobien, la phi prime de x fois a, c'est la même chose que phi prime x appliqué à a, c'est la même chose que phi de a. Et en fait, en utilisant cette petite propriété et en regardant de quoi est constitué Bn, chose que j'ai pas dans cette slide-là, mais que j'ai dans l'autre, en regardant de quoi est constituée cette matrice Bn, on s'aperçoit qu'on peut très facilement calculer la multiplication par B. Et c'est pas plus compliqué que de faire les time iterations. Et si on fait ça, eh bien, on s'aperçoit que ça converge beaucoup plus vite. Et donc essentiellement, on a trouvé une formule qui nous permet d'inverser une matrice sparse dont la structure correspond à un problème économique. Il y a aussi un bénéfice additionnel à cette approche-là, c'est que l'opérateur an-1bn, asymptotiquement, tend vers l'opérateur de time iterations. Et voilà, mon T. Et en fait, on peut, en utilisant les puissances itérées, on peut calculer exactement le rayon spectral. Il suffit de partir, au lieu de faire calculer les termes supplémentaires, au lieu de partir du vrai résidu, de partir d'un élément aléatoire, de regarder à quelle vitesse la taille de cet élément aléatoire décroît, et on a une évaluation exacte, du logiciel de calcul, du rayon spectral. Et le rayon spectral, une fois qu'on a convergé, c'est le module de convergence des time iterations. Et donc c'est plus intéressant que quand on fait les time iterations directes, parce que les time iterations directes, elles nous disent, dans le chemin qu'on a pris pour arriver à l'équilibre, on a une borne inférieure sur la contractivité de notre application. Là, on a, en tout cas une fois qu'on a convergé, on sait exactement quelle est la contractivité de n'importe quelle direction, et si c'est strictement plus petit que 1, on a une indication meilleure que ce qu'on avait avant, que le modèle est bien défini localement. Alors, j'essaie une dernière fois. Voilà. Et donc j'ai fait des timings sur des modèles un petit peu gros, notamment un modèle de Jesus, pour ceux qui le connaissent, le Jesus Villaverde, qui ont un papier où ils résolvent un modèle avec 12 états, avec des polynômes de Smoliak, et avec
avoir mis 7000 secondes pour un jacobien qui fait 40 000 éléments au carré. Donc si je compare à mon modèle, il y en a 30 000, le même ordre d'approximation. Time iteration, c'est un petit peu plus rapide, mais ça fait 25 secondes contre 7000 secondes. Et si on augmente le degré d'approximation de Smoliak, c'est toujours plus rapide en fait que le leur dans l'ordre 3. Et donc la raison... Tu as la même précision? Oui, c'est exactement la même solution. La raison, c'est qu'en fait, il y a moins d'évaluation du modèle. À chaque étape de Newton, on évalue le modèle une fois, et après, on résout le modèle comme si les dérivés étaient fixes. Et alors, l'autre truc, c'est que cette somme infinie, elle consiste en des opérations très simples. Et donc, elle consiste en une opération répétée d'une interpolation et d'une multiplication. Enfin, donc, c'est en fait, ce qu'on fait, c'est pré-filtrer des données et filtrer des données. Vous trouvez les coefficients de l'interpolation multipliés par le résidu. Et donc, on revient en arrière, on filtre les résidus plusieurs fois jusqu'à ce que ça converge. Et donc, ça, c'est une opération relativement simple et on peut concentrer toute notre énergie à l'optimiser. Et on peut, par exemple, l'implémenter sur un GPU qui, en termes de puissance de calcul divisé par le prix, sont assez formidables. Et donc là, donc ça, c'est le modèle sur lequel j'ai travaillé d'intégration financière, qui prenait 1400 secondes le time iteration normal. Je précise que les fonctions qui sont utilisées sont exactement les mêmes. C'est pas que j'ai codé l'un avec un bras et l'autre avec les deux. C'est exactement les mêmes fonctions, et c'est juste le nombre d'évaluations qui diffèrent. Donc passer au improved time iteration, ça réduisait le temps pas mal. Si on implémente ça sur le GPU, ça réduit énormément. Pour traduire les secondes, je sens du mal. Et quoi? On est à plus de 10 minutes et après tu fais moins d'une minute. On est à plus de 20 minutes et toi tu passes à moins de 10 secondes. Moins d'une minute. Mais ça, c'est la page que je préfère en fait. Même si c'est un peu hors sujet. Donc voilà. Ah oui, et puis aussi l'autre truc, c'est qu'il y a... Donc, j'ai pas vraiment fait de revue de littérature, mais il y a beaucoup de méthodes qui permettent de traiter des modèles de dimensions élevées. Alors c'est... Comment on dit? Curse of dimensionality. Comment? Curse of dimensionality. Oui, en français. Le sort de la dimension. La malédiction, c'est ça. Donc il y a des papiers qui essayent de l'éviter, mais le problème, c'est que le but de ces méthodes, c'est de prendre des modèles qui ont beaucoup de variables et d'essayer des modèles qui ont beaucoup de variables, mais dont la dimension intrinsèque est bien plus faible que le nombre de variables. Et donc les méthodes essayent de deviner dans quel sens réduire la dimensionnalité pour s'adapter à la dimension intrinsèque. Mais ça ne fait pas disparaître le problème de la dimensionnalité. Donc il y a toujours, on se retrouve toujours à un moment donné à avoir un modèle qui est trop lent à résoudre. Donc il y a ces sparse grids de Smoliak que j'ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a des GSSA, une méthode qui consiste à simuler et à résoudre le modèle sur les données simulées, ce qui permet de rester sur l'espace ergodique où on passe plus de temps et donc de réduire la dimension de l'espace sur lequel on résout. Smoliak, pour résoudre des modèles assez simples, avec des NLP, des trucs comme ça, c'est pas. Je sais pas, je suis pas sûr du résultat. Le problème de Smoliak, c'est que c'est garanti, c'est précis pour une certaine classe de fonctions, mais c'est des fonctions qui n'ont pas de kink, et on n'a pas de contrôle. Au lieu de faire un produit cartésien, on a un produit avec plus de points dans les dimensions principales et un peu moins de points dans les dimensions croisées. Et en fait,
Donc ça marche très bien tant que les dérivés croisés ne sont pas trop élevés. Mais si il se trouve qu'on a justement notre kink dans cette zone-là, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là. Et donc on peut faire des erreurs énormes. Parce que des fois, on a des problèmes de politique monétaire avec, bon, tu fais du Ramsey, évidemment, ça introduit des variables d'état supplémentaires, hein, les indicateurs associés au contrat de forward. Et donc, si tu veux, quand tu fais du Smoliak, ouais, enfin moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à domestiquer le truc. Hein, c'est très empirique, hein, ma façon de dire les choses, mais ça marche parfois. Mais il se trouve que l'algorithme que je viens de décrire, il est indépendant de mécanismes de réduction de la dimensionnalité, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer sur l'ensemble ergonique, on peut l'appliquer avec des Smoliak, avec des splines, ça marche toujours. Comment il fonctionne sur des trucs très 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 non linéaires, typiquement, j'applique ça sur un modèle de cycle de vie, en particulier. La résolution, généralement, moi j'utilise des méthodes, en fait, effectivement, je localise le grid sur une partie, je le déforme dans le temps pour éviter en fait de balayer partout et de perdre trop de temps. Mais la grosse difficulté, c'est qu'il faut généralement JITER, je trouve la solution optimale, je resimule, et en fait après j'ai un autre bout par-dessus d'optimisation pour faire l'estimation. Donc si je prends ici, ne serait-ce que des préférences de type, je sais pas, généralisé, Krebs Porteo, ce que je veux, avec même, voilà, comment il va se comporter cet algorithme? Cet algorithme, il va trouver ça bizarre parce que il est habitué à des modèles à horizon infini. Alors, je n'ai pas totalement réfléchi à la question. Disons que cette série-là, je pense qu'elle convergerait après un nombre de termes. Mais ça veut dire aussi que ça devrait être rapide. Enfin, disons que c'est un modèle de cycle de vie avec quarantaine de périodes, par exemple. Là, ici, typiquement, ça prend 500, il y a 500 itérations. Oui, moi j'ai du mal à croire que, je sais pas, intuitivement j'ai du mal à croire qu'un modèle de cycle de vie sans... Quoi ? Tu estimes en même temps, donc parfois il va chercher en même temps des... Alors il y a un truc... paramétriques où les solutions peuvent être délirantes. Donc il faut à tout prix le contenir. Donc il y a d'autres contraintes en fait, associées en même temps en fait, que j'estime. J'ai pas de réponse toute prête, faudrait que je réfléchisse. Il y a un truc qui est utile pour l'estimation, c'est que qu'en fait si on a résolu le modèle, donc notre fonction de l'inconnu vecteur x pour une certaine valeur des paramètres lambda, donc 0. Donc ça je vais appeler ça lambda. Si on veut calculer la dérivée, donc je refais un peu les mêmes calculs qu'avant, si on veut calculer la dérivée de la solution par rapport à lambda, on se retrouve à faire un calcul de f' xt plus f' xt plus 1 plus f' lambda. Donc, si on le fait pour un lambda différent, un résidu R. Et donc si on veut calculer de combien, si on a la solution pour lambda 0 et qu'on veut bouger pour un nouveau lambda, on peut calculer ce gradient-là exactement en faisant f' xt plus f' xt plus 1 moins 1 fois f' lambda, donc ça c'est fois R, et ça nous dit de combien il faut bouger de la solution. Donc c'est la pente de Newton, et pour la calculer, on inverse exactement le même jacobien que là-haut, et donc on peut utiliser la même technique. Donc ça nous donne un très bon guess sur la solution pour un nouveau paramètre. Donc c'est pas le même truc parce que ça répond pas à la question si le paramètre est très mauvais. Mais si on fait plein de paramètres qui sont relativement proches des autres ou qu'on a un guess pas très loin, on peut converger très vite. Non, les life cycles, je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas exactement.
Bon, donc pour conclure, j'ai pas de connexion internet, mais si vous en avez une, vous pouvez aller donc soit sur mon site web, soit sur GitHub, regarder de l'eau, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'essayer et poser plein de questions si ça ne marche pas. Je pense que c'est pas limité au. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit tellement limité au modèle économique, ça pourrait s'appliquer. Non, mais enfin, typiquement, modèle d'allocation Je d'actifs. cherche ta page web, je la trouvais plus. J'ai oublié de payer pour le nom de domaine. Mais GitHub est toujours là par contre. Il y a toujours mon site web. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi la prochaine étape? Alors, j'en ai deux. Donc, prochaine étape pour quoi? Pour le développement du logiciel, pour le développement de l'algorithme. Donc sur le logiciel, il y a, du point de vue purement logiciel, il y a quelque chose sur lequel on travaille maintenant, c'est que c'est assez compliqué d'écrire du premier coup un modèle qui est bien, qui est correct. Et alors, est-ce que j'ai ça? Et donc on travaille sur un linter qui permet d'afficher les erreurs qu'on fait en écrivant un modèle et donc de donner des indications. Alors, est-ce que ça marche? De donner des indications sur des sections qui manquent, des variables qui n'ont pas le bon timing, et ce genre de trucs. On a tout un tas d'idées pour améliorer les performances. Là, le modèle RBC, il devrait prendre 10 secondes, enfin 10 centièmes de seconde à peu près à résoudre. Pour deux variables d'état et 10 fois 10 pour la grille. Mais on a encore pas mal d'idées d'optimisation avant même de commencer à faire du multiprocessing. Tout ça, c'est sur même le code que j'ai montré tout à l'heure, c'était un processeur en fait. Non, ça marche pas. Ça, c'est un truc. Après, un peu plus avancé, il y a ce serait bien de trouver d'autres conditions qui permettent de dire si un modèle est bien spécifié ou pas. Parce que vraiment, la majorité des modèles économiques, on n'a pas de preuve d'existence, on ne sait pas, et on ne peut pas arrêter de les utiliser sous prétexte que n'importe quel modèle a 2 agents en marché incomplet. Je pense qu'on ne sait pas prouver que la solution existe. Mais on voit quand même, quand on le résout, on voit que ça converge bien, et donc trouver par exemple des méthodes expérimentales de prouver que des fonctions sont concaves, ou d'avoir plus d'outils de diagnostic, c'est un truc important. Bon, ça c'est... Et puis fixer plein de bugs et faire une release stable. Ça c'est la partie programmation. Après la partie algorithmique, donc j'ai commencé un petit peu à travailler sur des questions d'estimation qui impliquent de rendre la résolution très rapide, de trouver des méthodes pour trouver le point initial, avec dans l'idée de faire un peu de filtre particules. Et l'autre chose, c'est d'appliquer ça à des modèles à agents hétérogènes, dans le sens où là on a une description, et ça a été fait pour, hein, enfin, depuis le début c'était vraiment fait dans cet esprit-là. C'est la question qui me vient à l'esprit des agents hétérogènes. Il y a un truc facile à faire, c'est si on y a une distribution d'agents qui peut avoir des paramètres différents, mais donc on les résout tous, on peut même les résoudre de façon vectorielle, et après trouver les paramètres agrégés qui satisfont les conditions agrégées, c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire quelque chose qui fonctionne avec des chocs agrégés, qui donc vont rentrer dans le programme des agents. Mais dans le programme des agents, ils rentrent dans la catégorie exogenous. C'est-à-dire qu'a priori, on devrait pouvoir résoudre le modèle individuel pour n'importe quel processus qui est pris comme exogène par l'agent. Ce qui est exactement l'hypothèse de nos agents hétérogènes. Et l'autre truc que j'essaye de faire, c'est je me dis qu'il doit bien pouvoir y avoir moyen de prendre 1000 agents dont les règles de décision sont inconnues et d'écrire un énorme jacobien pour ces 1000 agents et tout le monde l'inverser. Enfin, c'est en cours. Voilà. Mais après, les applications, ça va un peu dans tous les sens. Enfin, on travaille sur le modèle de Shuttle Stop. Il y a en fait un site avec des exemples.
Donc il y a des modèles de sudden stop, des modèles catastrophes, des modèles monétaires avec participation limitée, modèles de zero lower bound. Modèle avec de la démographie, Non. Mais non, on travaille sur un truc de life cycle, pour l'instant il n'y a pas de démographie. Ok, Voilà le truc. merci.